Premier colloque de cette journée de table ronde sur le thème « Transformer la société, quelle responsabilité pour un corps intermédiaire ?» Alors, on a le plaisir d'accueillir M. Roby Murder, qui est chercheur au GERN, le plaisir aussi d'accueillir M. Dominique Cornat, secrétaire national de l'UNSA, et Mme Inès Nina, secrétaire confédérale à la CBT, et bien sûr Julien, que vous devez connaître. Alors, transformer la société, pourquoi? Pour la rendre plus juste, pour la rendre plus démocratique, pour essayer de faire en sorte qu'elle adhère un peu plus aux valeurs et aux idéaux que portent les jeunes. Je vois au moins 300 personnes dans cette salle à qui ça parle, 300 personnes qui se mobilisent au quotidien par des actions concrètes, par des revendications fortes pour transformer, pour agir sur la société, et qui ont choisi pour outil la FAGE pour porter ces revendications, pour porter ces projets. Monsieur Murder, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur la responsabilité, sur les moyens d'action, peut-être la structuration d'un corps intermédiaire avec votre expérience de sociologue, votre expérience de chercheur? Là, c'est bon. Oui, donc le sujet est assez vaste et je commencerai par poser, comme d'habitude, la question responsabilité des corps intermédiaires et transformation de la société. D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un corps intermédiaire? Et aussi, qu'est-ce que c'est que la transformation de la société? Deux questions. Bon. C'est un débat qui recouvre plein de choses, avec plein de vocabulaire, en d'autres temps, en d'autres lieux. C'est par exemple syndicalisme et politique, de quoi faut-il discuter, pas discuter. C'est tout de même des débats qui, dans les mémoires, dans les procès-verbaux de congrès, dans ce qu'on en voit au niveau de toutes les archives des mouvements sociaux, associatifs, syndicaux, des partis, dans les institutions, le plus important c'est discuter. Donc, pour essayer de, à chaque fois, ne pas réinventer déjà ce qui existait, mais partir de ce qui existe pour pouvoir effectivement la gérer et apporter en plus. Bon. Corps intermédiaire. Corps intermédiaire, c'est un collectif. C'est pas une somme d'individus, c'est un collectif qui se constitue. Associations, syndicats, groupes d'intérêt, comme vous faites ça en sociologie. On peut effectivement jouer un rôle de groupe de pression, au sens américain du terme, au sens négatif, donc on a un langage journalistique. Eh bien, ce collectif, il se construit en représentant, en tentant d'organiser et de représenter un corps, par exemple les étudiants. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il existe une pluralité dans le monde du travail comme dans le monde étudiant d'organisations qui se veulent représentatives, ça veut bien dire déjà qu'il existe, qu'il n'y a pas une homogénéité, il n'y a pas une unité d'interprétation de qu'est-ce qu'est le corps intermédiaire, quels sont ses intérêts. Il s'agit de défendre des intérêts. Alors ça peut être l'État, ça peut être les chefs d'entreprise privés, ça peut être l'administration, donc l'État sous toutes ses formes, d'une part. D'autre part, c'est aussi une représentation et une adresse aux autres groupes sociaux. Parce que très souvent, on voit très bien qu'on défend des intérêts et on va essayer de convaincre tous les autres groupes sociaux que les intérêts qu'on défend ne sont pas simplement les siens, mais ceux des autres. Je donne un exemple pour les étudiants. Très souvent, les revendications étudiantes, elles vont en réalité apporter quelque chose quand elles aboutissent à des transformations du processus, à des décisions, à des réformes. En fait, ça va jouer pour les générations futures. Et on voit bien d'ailleurs donc ce lien entre intérêt d'un groupe particulier et intérêt général, qui n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, transformation de la société. D'abord, faut-il, la question, j'en dis ça comme, faut-il la transformer? Faut-il la transformer? Bon, la première question, il y a des gens qui disent, mais non, tout va très bien, la transformation, il faut adapter, il faut reformer la marche, mais tout va bien. Donc déjà, on voit bien que transformation de la société, on est déjà dans un débat politique, mais politique non pas dans un sens partisan, mais dans un sens le plus noble du terme, c'est la cité. C'est-à-dire que le corps intermédiaire
il passe forcément du corporatisme, c'est-à-dire la défense de ses intérêts propres, et encore ça se passe ailleurs, au corporatisme, c'est-à-dire lier des intérêts immédiats et puis effectivement des valeurs, comme s'inscrit désormais dans les projets de nouveau statut de la FAGE. Je ne sais pas si on a un projet ou si on a acté. Ils sont actés, donc c'est bon, c'est définitif. Donc on voit bien que c'est un certain nombre de valeurs. Donc, ce qui pose un problème d'ailleurs dans les corps intermédiaires, c'est en dehors des partis, mais quand on est association, syndicat, tout ça, on regroupe plein de gens, divers opinions. Et c'est vrai que chacun ne donne pas forcément les mêmes significations, la même portée à des valeurs communes. Qu'est-ce que la démocratie participative, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la transformation sociale, etc., etc. Et comment on fait tenir tout ça ensemble? Je prends un exemple, les syndicalistes, la charte de lien de la CGT, grosso modo, elle est pour l'augmentation des salaires et pour l'abolition du salariat. Ça apparaît comme contradictoire, mais c'est effectivement la double besogne, c'est-à-dire s'occuper de l'immédiat, et en même temps, cet immédiat est conçu comme étant lié à un projet. Et je dirais même plus au niveau de l'expérience, c'est qu'y compris les comportements individuels. C'est pas facile de transformer les individus, notamment je pense sur le machisme, plein de choses, sur des préjugés. Il faut qu'ils correspondent aussi à ces valeurs. Donc c'est là aussi, même au niveau individuel, ça peut être source de tension. Alors, pour conclure, je dirais concrètement, ça a donné des questions dans l'UNEF ancienne, la décision. 1940, quelle prise de position? Est-ce qu'on reste neutre ou est-ce qu'on s'oppose au régime? Question qui n'est pas simple. Même chose au moment de la carte d'Algérie. Et je dirais plus proche de nous et de vous, pour la FAGE en 2002, la prise de position aux élections présidentielles de 2002 qui n'allait pas de soi. Et on était aussi, dernier point, on touche également, quand on touche à l'université, service public, on n'est pas dans le cadre d'une entreprise où on défend simplement des intérêts, etc., mais aussi quelque chose de beaucoup plus global. C'est-à-dire comment, effectivement, les questions de réforme de l'université, elles ne concernent pas que l'université elle-même, évidemment, elles concernent l'ensemble de la société. Voilà. En sachant que ces corps intermédiaires, comme l'association étudiante, les syndicats étudiants, sont des lieux de sociabilité, des lieux où on peut discuter de tout. Pas forcément décider ensemble de tout, mais effectivement, c'est des lieux extrêmement importants, utiles, parce que le temps des études, c'est aussi le temps de formation, c'est un temps dans lequel on a disponibilité d'esprit et de temps pour discuter de plein de choses, pour apprendre des plein de choses. Effectivement, ce qui va sortir plus tard, puisque je vois à cette tribune un certain nombre de gens qui sont des corps d'intervenus et qui ont été hier dans des corps intermédiaires étudiants. Voilà. Et donc, tout ça, je conclus par, sur quoi j'avais commencé, la nécessité d'en conserver, d'en préserver des traces pour le futur, c'est simplement ce que je veux dire de l'histoire, de la recherche, je crois que ça compte. Mais c'est aussi pour qu'est-ce qui est transmis aux générations futures, notamment au niveau étudiant, parce qu'il y a des fortes rotations, et que c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que très souvent on reprend les mêmes choses, on a le même que si c'était nouveau, alors qu'en réalité, des questions sont très souvent anciennes, mais il faut effectivement leur donner des contenus et des approches nouvelles. Voilà un petit peu quelques réflexions sur le sujet. Merci. Alors, je vous propose de conserver vos questions, qu'on espère nombreuses pour la fin, et on va d'abord faire le tour de nos intervenants. Dominique Corla, avec votre expérience de secrétaire national de l'INSA, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre conception de la responsabilité des corps intermédiaires dans la transformation sociale, peut-être la déclinaison de vos émissions et la réalité pour l'organisation militante? Bien. Alors écoutez, on m'a donné 7 minutes, donc j'avais écrit un petit discours entre guillemets. D'abord, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir invité l'UNSA à participer à votre congrès.
et vous souhaitez donc qu'on débatte avec vous de la place des corps intermédiaires, de nos cultures militantes et de notre approche syndicale. C'est un vaste sujet qui mérite effectivement qu'on puisse y réfléchir ensemble. Je souhaite commencer quand même pour vous présenter un petit peu une organisation syndicale, une organisation syndicale qui a au moins deux points communs dans votre organisation. La première, c'est sa jeunesse, puisque l'UNSA a été créée en 1993 et que nous avons fêté nos 20 ans il y a peu. Je crois que déjà c'est un point commun. Et notre création fut le fruit d'une montée farouche de quelques fédérations autonomes de responsables syndicaux qui souhaitaient effectivement mettre des moyens en commun pour pouvoir peser sur un certain nombre de décisions gouvernementales notamment. Pour comprendre notre mode de fonctionnement, il faut connaître cette histoire. C'est elle qui donne aujourd'hui notre corpus idéologique. Garder l'autonomie de nos structures, tout en mettant des moyens en commun, c'est donc un deuxième point commun fort que nous avons avec notre organisation syndicale. L'autonomie pour l'UNSA, ce n'est pas un même mot. C'est un élément déterminant. Au niveau interprofessionnel, nous n'interférons jamais sur la décision de nos fédérations, de nos syndicats. C'est à eux, comme à vous, les fédérations de ville ou les associations, qui incombent ou pas de mettre en place des actions. Eh bien, nous, on fait la même chose avec nos fédérations. Alors, pour répondre quand même à la question, il faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Donc, vous savez que la France traverse une crise économique grave. Le chômage explose, le chômage des jeunes n'arrête pas d'augmenter, laissant des millions de Français dans le désarroi. Face à ce constat, un certain nombre de nos concitoyens se réfugient dans l'extrémisme. Le repli sur soi, la peur de l'autre, l'individualisme, la pauvreté, la crise constituent le principal terreau du populisme. L'UNSA est une organisation syndicale laïque qui combat avec la plus grande fermeté tous les extrêmes, car leurs valeurs ne sont pas les nôtres, car pointer l'autre, l'étranger, étant comme le responsable de tous nos maux, est une ignominie, car l'application de leur programme économique nous mènerait à la catastrophe, et enfin, car nous sommes des Européens convaincus, et je vous souhaitais vous le dire ici, dans ce lieu. À l'UNSA, nous pensons que l'investissement en recherche et développement, c'est une solution pour lutter contre le chômage. On ne souhaite pas non plus abandonner la lutte contre les déficits, parce que nous pensons que transmettre à vous, la jeune génération, le déficit du nôtre, serait là aussi inacceptable. Pour autant, cette politique de lutte contre les déficits ne peut pas se faire au détriment d'investissement et donc de notre modèle social. Et j'en viens justement au corps intermédiaire. À l'UNSA, nous accordons au dialogue social une importance particulière. Mais pour qu'il soit de qualité, il est indispensable d'assurer un dialogue franc et loyal. Il faut qu'on change nos paradigmes dans la société d'aujourd'hui. Il faut arrêter de penser que nous sommes là pour demander toujours plus et que l'employeur est là pour toujours donner moins. Il faut qu'on travaille de concert ensemble. Pour nous, l'implication des acteurs de terrain est primordiale. C'est un gage d'efficacité. C'est aussi une garantie d'utilité pour nos concitoyens. Ce n'est pas à vous qui militez tous les jours au sein de nos campus qui allez me contredire. Notre présence, c'est notre gage d'efficacité. Nous sommes donc des farouches partisans de la négociation. Nous pensons que le dialogue social doit être un pilier de notre démocratie. Trop longtemps, le monde politique a sous-estimé notre place. Il ne s'agit pas pour nous d'instaurer une quelconque concurrence entre la représentation nationale et la représentation des salariés, mais simplement de respecter les acteurs, chacun dans le champ de compétences respectif. Pour l'UNSA, un accord signé par les organisations syndicales représentant la majorité des salariés doit s'appliquer et le législateur doit, si nécessaire, le transposer en loi. Nous sommes donc résolument réformistes. Nous croyons donc aux vertus du dialogue social. Mais que veut dire être réformiste? C'est la définition de travailler tous ensemble, jour après jour, à présenter des revendications et à s'efforcer tout simplement de les faire aboutir par la négociation, de préférence, ou par la grève si on ne peut pas faire autrement, et bien sûr c'est les salariés qui suivent. Le réformisme, c'est rechercher obstinément le compromis qu'on inscrira dans des accords, tout en restant conscient du fait que ce sont que des étapes sur la route de l'évolution sociale. Alors en tant que corps intermédiaire, les organisations syndicales sont pour l'UNSA donc indispensables à la démocratie. Au niveau des salariés et des agents, nous nous battons pour défendre leurs droits et en conquérir de nouveaux. Nous sommes dans un corps, comme disait mon camarade.
Nous nous battons pour préserver nos outils de travail. Au niveau des branches, nous veillons à ce que les accords soient équilibrés et applicables. Nous intervenons enfin au niveau des politiques publiques pour qu'elles soient favorables au développement de l'humain. Un corps intermédiaire, c'est avant tout et surtout un travail en commun. C'est construire ce qu'un individu seul ne peut faire. C'est ainsi que les associations, les mutuelles, les syndicats ont fondé les bases de la solidarité sociale, d'un pacte social que nous devons tous aujourd'hui protéger. Nous nous battons donc pour transformer la société pour la rendre plus juste. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup pensent que le syndicalisme ne sert plus à rien, qu'il n'a plus d'utilité face à une mondialisation et à la financiarisation de l'outrance de l'économie. Pourtant, moi je pense, et nous pensons, que c'est dans ces moments, les moments les plus difficiles, au moment où les crises sont les plus fortes, qu'il y a le plus d'abus et le plus d'injustice. C'est dans cette période, justement, que nous devons, nous, corps intermédiaires, être plus présents pour protéger les plus faibles et pour effectivement donner plus d'espoir. Alors ce constat nous interroge particulièrement à l'UNSA. Il faut que nous changions nos méthodes, nos pratiques syndicales. Il faut que nous changeons nos expériences. Il faut que nous regardions nos succès, mais aussi nos échecs. Il faut qu'on renouvelle nos pratiques syndicales. Il faut nous professionnaliser pour être à la hauteur des attentes des salariés et des agents. Et puis, il faut aussi le rajeunir dans nos équipes syndicales. Alors, vous savez, à l'UNSA, on ne pense pas que les jeunes sont individualistes. D'ailleurs, beaucoup militent dans les associations, dans les syndicats. Vous avez ici la preuve vivante. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous apporter, beaucoup de choses à nous faire partager. Il faut que nous sachions les entendre, et il faut que nous sachions vous accueillir pour faire la place que vous méritez au sein de nos structures. Le syndicalisme et les corps intermédiaires ont besoin de vous. Voilà, comme vous l'aurez compris, je souhaitais vous dire que nous sommes un corps intermédiaire, que nous sommes profondément réformistes, que nous pensons effectivement que nous pouvons changer la société, qu'il y a toute notre place à prendre, et que c'est par l'action commune de tous et de toutes que nous pourrons arriver à cette idée. J'espère avoir tenu les 7 minutes pour la première minute de parole. Tout à fait, le timing était exact. Merci M. Gorda. Inès Miens, secrétaire confédérale à la CFDT, à l'image de l'amphithéâtre jeune militante. Justement, quel est votre point de vue à votre tour sur cette mission d'abord de transformation sociale et peut-être plus précisément, si c'est possible, sur le choix des moyens pour l'opérer au sein d'un corps intermédiaire? Alors, bonjour, merci. Oui, jeune militante, je viens d'arriver à la commission exécutive de la CFDT. Comme le dit bien, il faut rajeunir, il faut représenter la société, il faut montrer que même dans les syndicats, les jeunes ont leur place, ils ont une place à prendre. Donc, j'arrive aussi avec ce pari voilà, dans la nouvelle commission exécutive de la CFDT. Sur le rôle des corps intermédiaires, et peut-être pour faire un peu le contrepoint, notre organisation, la CFDT, vous la connaissez, elle est un peu plus vieille. Cette année, on va fêter les 50 ans de notre transformation, on va dire ça comme ça. De CFTC, on est devenu CFDT. En fait, ces 50 ans-là, une organisation qui a changé, qui a évolué, qui s'est reposé des questions à un moment. Et puis une organisation qui doit rester fidèle un peu à ce qui faisait sens au début quand elle s'est créée. C'est-à-dire que, vous posez bien la question, on est autour de valeurs, mais des valeurs qui sont dans une société qui est en mutation, qui nous appellent à évoluer, qui nous appellent à se transformer aussi, tout en gardant un peu ces valeurs, cette base qui fait que on s'est mobilisé dans cette structure pour des raisons qui nous sont propres. Alors, je crois que là, le rôle un peu des corps intermédiaires, et puis ce qu'on se dit nous à la CFDT, c'est qu'il y a, on est dans un contexte qui est marqué par une double urgence, selon nous. Une urgence à améliorer la vie des salariés, dans un monde du travail qui est en mutation, constante, rapide, qui crée des opportunités pour certains, mais qui accentue aussi les inégalités. Les risques d'exclusion et de précarité pour beaucoup de personnes dans la société, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis une urgence aussi pour le syndicalisme, qui doit trouver, en particulier en France, en Europe, des réponses aux difficultés que rencontrent concrètement les salariés, pour réussir à la fois son adaptation, mais surtout à faire évoluer les règles du dialogue social, du rapport de force dans l'entreprise, de la place des salariés dans l'entreprise et de la vision qu'on a du monde du travail aujourd'hui. Donc, pour cela, la CFDT, elle fait le choix de continuer à s'inscrire dans ce qui fait son identité sur le syndicalisme. Le syndicalisme un peu réformiste, on parlait de transformation sociale, c'est un syndicalisme qui doit user de toutes ses dimensions
doit être à la fois capable d'aider à critiquer, à poser des questions, qui doit pouvoir faire jouer un rapport de force, qui doit pouvoir aussi proposer. Du coup, pour se mobiliser, pas être juste dans la contestation, de dire concrètement qu'est-ce qu'on construit. Oui, il y a des choses à changer, oui, il y a des critiques à avoir des fois sur des choses qui sont en œuvre aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on propose pour avancer, pour aller plus loin et pas être juste dans je suis positionnée sur mes conceptions et surtout je m'oppose à tout, je dis non à tout. Non, il y a besoin de construire pour continuer à avancer et pour réussir à changer un peu ce modèle, cette société. Et ça, on recherche un peu par la négociation, par des nouvelles garanties collectives peut-être à trouver, à acquérir, pour que chaque salarié, mais chaque citoyen aussi, trouve la possibilité de son émancipation, de son épanouissement dans la société. Donc pour nous, il y a un peu ces défis-là à jouer dans la période. Et ça, du coup, on se dit, dans la période actuelle, où on voit que notre démocratie est un peu malade, il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses institutions, vis-à-vis de la parole et des choix des décideurs. Parfois, on trouve que soit on n'y croit plus, soit on a du mal à se mobiliser derrière, on a du mal à y retrouver du sens. On a une démocratie représentative qui est en crise, et du coup, le syndicalisme n'y échappe pas. Voilà. Bien les questions qui sont posées aussi au syndicalisme, à quoi on sert aujourd'hui, qu'est-ce qu'on permet dans cette société. Pour les gens qui n'ont pas 50 ans ou pas 60 ans, qu'est-ce que ça apporte dans le concret de leur vie de tous les jours. Je crois que là, on se redit aussi à la CFDT qu'il faut inventer peut-être une nouvelle forme de démocratie, assurant des fonctions essentielles sur les questions par exemple du vivre ensemble qui nous sont posées, de la construction d'une cohésion sociale, une démocratie sociale qui, par la manière dont elle va construire un peu des garanties collectives, a un vrai rôle à jouer dans ce qu'elle permet de transformer dans la société et dans ce qu'elle permet d'avoir comme horizon peut-être, qui redonne de l'espoir et qui ne dit pas juste tout est tout rose, tout est tout... Voilà, c'est une catastrophe dans la période. Voilà. Comment on se projette pour aussi donner de l'espoir aux gens et du coup, le syndicalisme a un rôle à jouer dans cette démocratie sociale qui doit donner de l'espoir, qui doit faire participer tout le monde et qui doit aider à donner du sens. Alors, nous, on se dit, du coup, ça passe d'abord par l'écoute des salariés, par peut-être aussi de la confrontation de points de vue, donc comment on se crée des lieux de débat, comment on se crée des lieux pour confronter aussi nos idées, nos positions. La recherche du compromis, forcément, qui doit aussi associer les salariés. On voit bien sur des débats comme le travail du dimanche, le travail de nuit. Si on se confronte aussi aux attentes des salariés et à la concrète de la réalité de leur vie aujourd'hui, des fois, on peut être des fois un peu à côté de la plaque, et ça, c'est dommage, dans la position qu'on prend et des fois dans ce qu'on porte. On a besoin aussi que les salariés soient acteurs du progrès qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut construire, et qu'ils soient un peu garants aussi de l'effectivité de ce qu'on va réussir à mettre en place, de ces nouvelles garanties collectives qu'on va construire dans l'entreprise, dans la société. Je crois que vous êtes les mieux placés pour le dire, mais on ne peut plus décider du niveau institutionnel tout seul et pas associer à la fois les citoyens, les salariés, dans ce qu'on veut construire, parce que du coup, la défiance fait que les gens n'y croient plus et que du coup, ils se disent c'est bien sympa tout ça, mais c'est toujours les mêmes qui sont entre eux et qui décident des trucs tout seuls. Donc là, il y a vraiment une manière de construire nouvelle à inventer et qui va être la condition sine qua non pour donner une sens aussi à la démocratie de l'action et à ce que signifie encore aujourd'hui le syndicalisme. C'est un peu le défi que veut relever la CFDT dans la période en se disant il faut participer à la construction de cette nouvelle démocratie sociale qui doit donner corps à une démocratie plus participative. Alors du coup, on vient de vivre là notre dernier congrès. On était à Marseille encore début juin, et on s'est donné un peu des orientations qui disent un peu le fil conducteur pour la mandature, les 4 ans qui vont venir là. De se dire, nous en tant que corps intermédiaire, on va peut-être aider à mieux comprendre le monde pour pouvoir aider les gens à prendre en main leur avenir aussi. On est dans une période qui est très anxiogène, le monde se transforme, on vit des mutations profondes, multiformes, dans lesquelles on peine à assumer parfois nos responsabilités, nous, en tant qu'acteurs, en tant que politiques, et puis surtout à donner du sens aux événements et une nouvelle vision pour l'avenir. L'objectif peut-être pour un corps intermédiaire comme la CFDT, c'est d'apporter aux salariés une analyse sans concession, de redire un peu, oui, la situation, elle est telle qu'elle est, elle est comme ça, on le voit bien, il y a des mutations qu'on est en train de vivre, et en même temps, comment là-dedans on va trouver des moyens de rebondir, de construire quelque chose qui va donner de l'espoir pour l'avenir et de dire c'est possible, à notre niveau, de transformer et pas juste de subir. Il y a des possibles voies de progrès pour tout le monde. Alors ça, c'est un des premiers rôles qu'on a envie de se donner dans la mandature, de comment on aide les gens à mieux comprendre, se dire comment je peux avoir prise sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et sur l'avenir qu'il y a peut-être à construire, parce que
pas des gens qui décident à ma place, mais on me permet de moi m'accrocher, trouver des repères pour prendre toute ma place aussi dans ce qui est en train de se faire. Et puis, on se le dit forcément, il y a peut-être promouvoir un nouvel modèle de développement durable qui soit porteur de progrès social, mais pour tous. Aujourd'hui, on parle aussi de cette question de continuer à se développer, de questions de croissance, de transition, un peu sur le développement durable. Comment on se prend toutes ces questions pour se dire ce nouveau modèle de développement, il doit concilier à la fois performance économique, justice sociale, préservation de l'environnement, une vraie ambition qui doit offrir un chemin d'avenir vers une croissance durable et soutenable, et qui n'exclut personne, mais inclut plus de monde, et qui soit un vrai vecteur de progrès et de cohésion sociale. Nous, on se dit par exemple que ça doit aussi passer par l'Europe. Aujourd'hui, là où on est, c'est le signe aussi de cette Europe qu'on a à construire et qui doit nous apporter plus, dont on attend aussi beaucoup. C'est un nouveau modèle aussi qui doit peut-être mieux mettre les femmes et les hommes au cœur de son projet. Aujourd'hui, on a des fois du mal à se dire comment c'est pas les institutions qui font, mais c'est aussi des hommes et des femmes qu'on associe pour dire comment on est vraiment au service de ce qu'ils sont, de comment ils vont être acteurs de la société. Et puis c'est peut-être une économie qui doit se fonder aussi sur la qualité des produits, des services, du niveau de vie aussi, et qui, du coup, de ce fait, ne doit exclure personne parce qu'on va faire de la cohésion sociale et de la lutte contre les inégalités un enjeu majeur de performance. Voilà. Et puis, dernière chose un peu qui là est vraiment notre rôle et qui va jouer aussi pour la pérennité peut-être des corps intermédiaires, en particulier pour ceux du syndicalisme, nécessité de faire de la démocratie sociale une condition de la réussite, de la rendre efficace, de la rendre concrète dans la vie des citoyens, dans la vie des salariés. On voit bien une exigence, aujourd'hui on a une exigence de plus en plus forte vis-à-vis des politiques publiques, et nous, sur le syndicalisme aussi, sur ce qu'on réussit à négocier, sur ce qu'on réussit à obtenir, comment ça va se traduire dans le concret de la vie des salariés, dans le concret de la vie des citoyens. Et puis ça va être le fondement un peu de notre action syndicale, de se dire on va obtenir des changements concrets qui vont impacter le quotidien, qui ne vont pas laisser, qui vont pas bénéficier à certains et dont d'autres ne vont pas en voir la couleur. Là par exemple on parle des gens dans les grandes entreprises, des gens qui sont en CDI, les gens qui sont en précarité, les gens qui sont dans les petites entreprises, comment on fait comment on accueille par exemple, c'était des débats qu'on a avec Julien, les étudiants dans l'entreprise, et du coup on leur permet de ne pas pénaliser leur formation tout en leur permettant d'avoir des vraies passerelles, un vrai contact intéressant avec le monde de l'entreprise parce qu'on s'est posé la question de comment on les accueillait. Voilà, c'est toute cette question de se dire le dialogue social, les partenaires sociaux, ils ont significativement à évoluer dans la manière dont ils agissent et dont ils rendent concret à ceux qui travaillent pour que du coup il y ait une vraie légitimité et une implication meilleure, on va dire, entre démocratie sociale et démocratie politique. Donc là, oui, notre rôle, nous, en tant que syndicalistes, est d'interpeller sur le concret, il passe par quoi dans ce qu'on souhaite obtenir et dans ce qu'on apporte aujourd'hui dans la société. Voilà un peu la manière dont on se pose cette question-là, aujourd'hui à la CFDT, et du coup qui nous donne un peu des pistes d'action pour les 4 ans à venir, là, dans ce qu'on souhaite construire. Et puis aussi se dire comment on travaille avec d'autres, c'est-à-dire que c'est pas les syndicalistes entre eux qui se disent ces choses-là et qui restent entre eux, mais qui le travaillent avec d'autres organisations. Le fait de travailler avec vous, dans le DAFAG, le fait de travailler avec des associations, d'autres partenaires dans la société pour aussi partager ces idées et se dire c'est ensemble qu'on va construire ce nouveau modèle, c'est ensemble qu'on va changer ce paradigme, comme le disait Dominique. Voilà, ça va être aussi notre rôle de se dire c'est pas tout seul qu'on va y arriver, c'est pas tout seul dans notre coin, mais il faut qu'on change aussi la manière dont on fait participer d'autres acteurs de la société, d'autres acteurs de la démocratie sociale pour que ce nouveau modèle, on arrive à le rendre concret, accessible à tout le monde et pas on reste de notre utopie dans notre coin et si les autres ne comprennent pas, on comprend pas pourquoi. Voilà. On crée ces passerelles qui du coup n'étaient pas naturelles avant. Merci Inès, bien d'avoir mis en lumière la vision, la mission et les actions de la CFDT. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Ferret, représentante du SNES-FSU qui nous a rejoint. Je garderai les mots d'Inès Minin sur le fait qu'on évolue dans un monde anxiogène, en permanent changement. Pour autant, il ne faut pas refuser la volonté de réformer, l'action réformiste, d'aller de l'avant, créer de l'espoir. Est-ce que vous pouvez, Anne Ferret, nous expliquer votre vision de la thématique, transformer la société, quelle responsabilité, mais aussi quel mode d'action pour un corps intermédiaire? Juste. D'accord.
Bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord présenter un peu ma fédération, puisque c'est à ce titre-là que nous avons été invités. Donc la Fédération syndicale militaire, donc apparemment c'est la troisième qui a aussi dans la salle à peine plus de 20 ans, puisque la FSU est née en 93 après l'éclatement de la Fédération de l'éducation nationale qui s'était produite en 92. Et donc la FSU, c'est en fait une organisation syndicale dans la fonction publique, pratiquement pour l'essentiel, très implantée au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Vous connaissez, je pense, le SNESUP et le SNCS, qui sont les syndicats de notre fédération, mais aussi présente dans d'autres ministères, dans certaines collectivités territoriales, à Pôle emploi. C'est une jeune fédération, mais elle est héritière des pratiques syndicales qui se sont construites dans le cadre de la fonction publique. Et dans mon propos, je me proposais de développer un petit peu deux idées autour des pratiques syndicales qui, pour nous, effectivement, visent à transformer la société. On se définit comme recherchant un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Donc, deux contradictions auxquelles on est confronté et les réponses qu'on tente d'y apporter. La première contradiction, c'est celle entre le corporatisme et l'universalisme. Et l'autre contradiction, c'est celle des corps intermédiaires, donc, qui sont des représentants, et la nécessaire intervention des salariés, mais aussi leur aspiration à maîtriser des pratiques syndicales ou des pratiques de lutte, là où ils travaillent et tous ensemble. Donc, le terme corporatiste est connoté négativement, mais pour autant, comme syndicaliste, j'ai souvent envie de le revendiquer. Disons, pour passer mieux que ce que nous essayons de mettre en place, c'est un syndicalisme de métier. Alors ça peut être le métier d'une profession sans strict, mais c'est souvent le métier d'un ministère ou le métier d'un service. Par exemple, à la protection judiciaire de la jeunesse, même en pratiquant des professions différentes, les personnels de ce service travaillent pour une même mission et c'est en ce sens-là qu'ils se regroupent. Et je parlais de l'histoire de notre syndicalisme. Avant même d'être autorisés par la loi, les syndicats de fonctionnaires se préoccupaient de lutter contre l'arbitraire de la hiérarchie. Et donc, ils voulaient intervenir d'abord contre les sanctions et ensuite sur les carrières. Et ça aboutit à ce qu'on ait un premier mode de représentation des métiers dans des commissions administratives où les représentants du personnel sont face aux représentants des employeurs. C'est un des aspects. Mais le syndicalisme de métier a surtout pour intérêt pour nous d'être un atout pour faire respecter nos professions, mais aussi un atout pour donner la parole aux professionnels sur le sens de leur travail et pour qu'ils agissent sur les conditions d'exercice de leur métier, pour qu'ils, y compris qu'ils puissent réfléchir, rendre explicite des pratiques qui ne le sont pas et qui peuvent porter des travers. Par exemple, d'autres intervenants parlaient de l'égalité entre les femmes et les hommes. Des syndicats enseignants qui sont dans notre fédération se posent la question: comment est-ce que l'enseignement, ses contenus, les supports de l'enseignement, est-ce qu'ils ne sont pas responsables, d'une part, de la transmission d'idées ou des rétrogrades, ou au contraire, comment est-ce qu'ils peuvent être porteurs de progrès. Mais une pratique corpo, c'est absolument insuffisant. Et la question de l'intérêt général, elle se pose immédiatement, je pense à tout citoyen. Pour notre syndicat, ça passe par la recherche, on dit d'alliance. C'est le terme qu'on utilise, alliance dans la réflexion, alliance dans l'élaboration de propositions alternatives à celles des politiques que nous contestons, et alliance aussi dans l'unité. Alors l'unité d'action, c'est peut-être le plus simple à traiter.
pour nous, c'est un élément tout à fait essentiel, d'abord au niveau intersyndical, mais aussi avec les usagers de la fonction publique, les usagers que sont par exemple les étudiants par rapport à l'université, les élèves, les parents d'élèves, mais ça dépasse bien évidemment cela. La FSU a aussi des contacts très développés avec le monde associatif, et je vous citerai simplement une campagne récente avec ATD Quart-Monde, donc qui lutte contre la grande pauvreté sur l'école et comment les enfants très pauvres sont accueillis à l'école. Je ne viens pas sur le contenu, je cite simplement ce travail. Le travail, il se fait aussi avec d'autres associations, donc par exemple la FSU est fondatrice, comme ATTAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, donc association qui se veut d'éducation populaire. Et enfin, la FSU s'est dotée d'un institut de recherche qui travaille sur plusieurs chantiers, une revue, des ouvrages avec des chercheurs, ce qui irrigue la formation de nos militants, mais leur permettent déjà de prendre du recul, soit sur des aspects professionnels, soit sur des pratiques sociales. Alors, la FSU est une fédération autonome, mais elle ne s'en satisfait pas plus qu'elle ne se résout à l'éclatement du monde syndical. Et dans ces congrès, elle travaille et essaye d'avancer des pistes pour une réunification du mouvement syndical pour construire un nouvel outil syndical. C'est un peu les termes que nous employons. La dimension européenne a été évoquée par la CFDT, c'est aussi pour nous une dimension tout à fait importante, y compris pour le dialogue social sur lequel je vais venir. Beaucoup de nos syndicats appartiennent donc à la fédération éducation de la CES, mais la fédération demande son adhésion à la CES et à la CSI, donc Confédération européenne des syndicats et Confédération syndicale internationale. Alors, deuxième contradiction que l'on rencontre, c'est celle du dialogue social et, j'allais dire, de l'intervention des salariés dans leur lieu de travail. Le dialogue social, c'est différentes formes de relations des représentants des salariés avec leurs employeurs, mais aussi, étendons-le, aux interventions en direction des pouvoirs publics, du Parlement. Il faut bien sûr des corps intermédiaires et une représentation des salariés. Mais il est indispensable, pour que des négociations soient porteuses d'avancées, que les salariés s'en mêlent. Et pour notre part, nous concevons la négociation comme articulée avec une mobilisation. Cette mobilisation, elle va se construire sur une pratique transparente, c'est-à-dire rendre compte des points de vue défendus, comme de tous ceux qui s'expriment, des propositions qui s'élaborent, y compris effectivement pour que les salariés puissent donner leur avis sur d'éventuels compromis qui s'élaborent, et aussi prendre le temps de consulter avant de signer. Mais ce que nous constatons, je l'ai évoqué, c'est une aspiration forte des salariés à maîtriser leurs actions. Dans les mouvements de mobilisation, souvent, ça se traduit par la réunion d'assemblée générale, voire même par l'organisation de coordination qui émerge de manière plus ou moins durable et qui réunissent syndiqués et non syndiqués. De notre point de vue, il faut y participer. Les syndicats, nos syndicats, participent à ces débats et ils n'ont pas pour s'ajuster ou pour faire de la démagogie, mais pour y donner leur point de vue, c'est-à-dire le point de vue qu'ils ont élaboré dans un fonctionnement démocratique. Et ce qui nous semble efficace, c'est d'articuler les deux. Et donc une des conditions de l'efficacité du dialogue social, c'est la représentativité des organisations syndicales. Et c'est pourquoi la FSU est d'accord, approuve les lois de 2008 pour le secteur privé et la loi de 2010 pour la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Dernier point qui a déjà été évoqué, la défiance qui grandit envers les institutions dans notre pays et qui effectivement menace et atteint aussi les organisations syndicales. Et de ce point de vue,
la vitalité d'une organisation sur un lieu de travail, c'est-à-dire redynamiser les collectifs de travail, nous semble une exigence essentielle. Voilà, donc pour conclure, je dirais que de notre point de vue, quelles que soient leurs orientations et leurs choix, les organisations syndicales sont toutes de transformation sociale. La question qui se pose, c'est quel contenu à ces transformations que l'on veut porter. Et pour nous, il y a la nécessité, bien sûr, de comprendre la réalité, de chercher à avancer, compris pas à pas, de manière pragmatique, mais nous pensons que le champ des possibles peut évoluer. Et donc notre point de vue n'est pas de se limiter dans nos revendications et dans les propositions que l'on formule à ce qui peut apparaître à un moment donné comme le champ des possibles dans une société. Nous pensons qu'il faut aussi débattre, et peut-être d'abord débattre du souhaitable. Et si le souhaitable est partagé par une majorité dans la société, il peut prendre forme. Et je vais conclure en disant que j'ai parlé du souhaitable, j'aurais pu dire le rêve. L'histoire nous a appris que certains rêves pouvaient devenir des réalités, donc le rêve est un moteur du changement. Merci Anne Ferret. Julien, je vais te laisser la parole pour ta vision et celle de la FAGE sur cette thématique. Oui, je vais tout à fait donner sur la vision de la FAGE. Bon, je vais essayer de faire court pour garder du temps pour les questions. Toutefois, vous pardonnerez, ce sera un peu lu, mais c'est un thème novateur. Donc, déjà, merci à nos invités d'être venus. Amener ce thème à la FAGE, c'était un peu une première. C'est-à-dire, voilà, on va expliquer vraiment les choses, essayer de faire participer les acteurs de terrain, que d'ailleurs vous côtoyez dans vos universités, et puis c'est aussi réussir à comprendre comment fonctionne, quelles sont les différences, parce que même si on a eu des propos, on va dire, feutrés, on a toutefois des différences de pratique, en tout cas, qui sont quand même très claires. On a vu le rêve de la GSU et puis l'alliance de la lutte et de la négociation. On a vu la CFDT revendiquer une chose très fort, la négociation. Donc là, ce sont quand même des méthodes qui divergent. Je résume, je fais d'énormes raccourcis là. Oui, je ne pense pas avoir caricaturé tout de même. Pour ce qui est de la page, alors c'est vrai que c'est souvent compliqué pour nous, pour les militants de la page, de réussir à se placer, parce que quand on parle corps intermédiaire, on a toujours tendance à penser tout de suite sans pas syndical, en tout cas syndicat ça arrive. Or, un corps intermédiaire, et Roby Murder le rappelait, c'est un groupe social et humain indépendant et autonome constitué en but d'atteindre un objectif commun aux personnes qui les composent. Donc a priori, jusque-là, on rentre bien dans le cadre. La transformation sociale. Alors, c'est pas un mot commun, la transformation sociale, parce que, je l'évoquerai moins, mais on parlait d'autres méthodes de transformation sociale, la révolution sociale, n'est pas compatible avec l'idée de la transformation sociale. C'est vraiment deux approches différentes, et vous l'avez compris, quand la page a parlé de transformation sociale dans le thème de Skolov, qu'elle a établi qu'elle y a son choix. Donc, la transformation sociale, nous on la porte par une action élective, c'est-à-dire se présenter aux élections étudiantes et dans les différents conseils, mais aussi, vous le savez, là je m'adresse plus aux personnes qui sont sur cette table, qui est une spécificité de la page, c'est aussi la question du projet du service à l'étudiant, du projet de terrain. Puisque nous concevons, nous, une représentation qui est double, civile et élective, alliée pour être efficace. Alors, c'est vrai que certains vont connaître d'où maintenant vient, mais je trouve qu'elle est assez réaliste sur ce que fait la FAGE dans le cadre de ces projets de prévention, de citoyenneté, de solidarité. C'est-à-dire que plutôt qu'à passer notre temps à trouver des slogans, on essaie de trouver des solutions. Alors, un projet de prévention, souvent on nous dit ah, c'est pas politique, machin, vous faites les crêpes. Non, pardon. Je sais que certains d'entre vous ont théorisé très fortement à quel point la crêpe était
un objet de sociabilisation. Mais un projet de prévention, c'est une action politique concrète, parce que créer des agorae, c'est lutter contre l'isolement et faire enclencher un processus de justice sociale. Informer afin de faciliter l'accès à la contraception des jeunes, c'est militer en fait pour la libre disposition de son corps. Gérer un resto-U, gérer des polis, des tutorats, oui, gérer, n'ayons pas peur de ce mot, mais en appliquant, je ne sais pas, Roby Mordor qui me contredira, en appliquant une phrase de la charte de Grenoble qui dit l'économie des forces dans la gestion militante. L'économie des forces dans la gestion militante. Je crois à l'heure, et tu l'évoquais, de ce qui est, et également Dominique, sur ce qui est des mutuelles, par exemple, l'économie des forces dans la gestion militante. Je crois que certains très bien de s'en réinspirer. Et en fait, tout cela, c'est militer, c'est mettre au cœur de notre action une politique, oui, de service à l'étudiant, et nous n'en avons pas peur. Alors la FAGE se veut transformer la société, et donc nous sommes un corps intermédiaire de transformation sociale par notre pratique et par nos positions. C'est-à-dire que nous ne nous réveillons pas chaque matin en disant ça y est, ce soir c'est le bon, ce sera le grand soir. Nous ne fonctionnons pas forcément comme ça. La transformation sociale, c'est-à-dire que nous prenons en compte un contexte général de société et ses conséquences sur les jeunes. Notre action est transversale afin de renforcer l'émancipation de chaque individu. L'émancipation de chaque individu, et j'y reviendrai plus tard, c'est ce qui fait que je crois que la FAGE n'est pas moralisatrice. C'est aussi une spécificité de ce corps intermédiaire qui est la FAGE. Alors, la charte d'Amiens, j'en retiens que quelques parties, sans doute volontairement, de 1906, qui parlait forcément de plus d'accès salarial, mais elle assigne un double objectif et une exigence à un corps intermédiaire, pour employer au sens très large, pas simplement syndicaliste. Défense des revendications immédiates et quotidiennes, et lutte pour une transformation d'ensemble de la société en toute indépendance des partis politiques et de l'État. En toute indépendance des partis politiques et de l'État. Charte de la CGT, à 1906, on voit, c'est daté, on a un langage un peu fleuri peut-être, mais je crois que si on retire l'idée, si on retire notre fonctionnement, de dire on agit quotidiennement de terrain pour transformer immédiatement le quotidien d'étudiants, mais on a aussi des revendications plus larges, vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas encore obtenu tout à fait l'AJ, ni la réintégration du régime étudiant au régime général, mais c'est la politique des petits pas, et en attendant tout cela, on met en place des choses quotidiennes, concrètes, de terrain. Et donc je crois qu'on s'inspire en fait réellement dans un mode de fonctionnement, parfois peut-être même sans le savoir, de cette chose. Autre choix de la tâche, c'est la méthode militante. Alors nous l'avons dit, projet d'action élective vont de pair dans notre organisation. Souvent reproché, nous le revendiquons pourtant, notre première méthode militante, eh bien oui, nous, c'est l'information des étudiants afin de faire fonctionner notre système de démocratie participative, et c'est la négociation afin de co-construire des politiques publiques. Alors oui, on assume ce choix de négocier, et quand on négocie, on sait qu'on va perdre quelque part. Mais on l'assume parce que c'est pour nous le meilleur vecteur de transformation sociale. Alors effectivement, la mobilisation, la manifestation, les pétitions, les happenings sont autant d'outils qui sont à notre disposition. C'est donc par une définition positive, je dirais qu'on ne s'interdit pas de méthode militante que l'on se définit. Pour autant, faisant référence à une citation que tout à l'heure d'un grand poète qui disait ces manifestations transformées à chaque fois en fête du village, c'est vrai que ce n'est pas forcément la pratique de la FAGE. Et on essaie d'inventer d'autres choses. Alors enfin, notre rôle intermédiaire, notre volonté de transformation sociale, nous en avons établi une limite importante. Nous refusons d'être des dictateurs de la bonne conscience, parce qu'aujourd'hui c'est un peu... en fait on aime bien être un peu provocant, pour être plus sûr que derrière on prenne des choses qui montent dans la figure, et puis du coup après c'est un peu la course joueuse de celui qui va condamner le plus fort. C'est vrai que ça pour nous c'est une limite très forte à l'émancipation individuelle, parce que non, ce n'est pas compatible avec cette vision qui voudrait en fait imposer des règles morales, des postures, on les connaît, d'ailleurs on a déjà notre organisation, on les connaît, les postures, pour que le jeune vive mieux. Eh bien non, la posture, l'imposition de cette doctrine morale, c'est effectivement pas pour nous. Alors voilà pourquoi nous sommes un corps intermédiaire qui dépend effectivement de la transformation sociale, et comme le disait Pierre Rosan-Vallon, nous sommes en fait une institution de l'interaction. Et je crois qu'effectivement, la FAGE est une institution de l'interaction entre le jeune et l'État. Merci, Julien. Alors, avant de passer aux questions massage, peut-être un ou deux axes qui appelleraient à quelques épargnes très rapides, parce que comme d'habitude, on est
par le timing. Bon. On a bien entendu et lu cette volonté partagée, en tout cas par tous les intervenants, de transformer la société. On peut néanmoins se poser une question, notamment quand on voit le malheureux et faible taux de syndicalisation en France et le désintérêt à la chose publique. Une question qui pourrait être sur cette logique, alors on n'y est peut-être plus confronté dans le milieu étudiant, mais cette logique de fer de lance. On entend souvent parler d'organisations qui qualifient leur action, qui qualifient leur méthode de fer de lance. Et on peut légitimement se poser la question sur est-ce que derrière cette logique de fer de lance ne se cache pas une logique de caste et peut-être d'ailleurs nuisible à l'action de transformation sociale. Est-ce que ça suscite des réactions des intervenants? Les fer de lance et logique de caste. Mais je contextualise. La FACH se définit comme une organisation de masse, une organisation d'adhérents, avec 300 000 adhérents sur les campus, avec un système démocratique qui s'appuie sur la démocratie participative, qui prend la voix de chacun. Aujourd'hui, dans le milieu étudiant, on a plusieurs moyens de qualifier l'action d'une organisation. Aujourd'hui, par exemple, certaines organisations, d'autres, se positionnent non pas sur une action de masse, sur une action de fer de lance. On a pu en entendre parler, que ce soit dans l'histoire ou même actuellement. Voilà, l'idée, c'est de savoir si cette logique est la bonne, ou si elle est délétère peut-être. Comment réussir à impliquer, à redonner l'envie de s'impliquer à chacun, à la chose publique. Peut-on, aujourd'hui, dans un monde qui va, en tout cas dans une société qui va mal, peut-on s'autoriser à être optimiste et quelle approche justement sur cette question? Est-ce que j'ai éclairci un petit peu Oui, parfait. Du coup, est-ce que quelqu'un souhaite très rapidement prendre la parole? Allez-y. Oui, en fait, bon, le taux de syndicalisation en France, on va pas se pouiller sur les chiffres, 8% global. Oui, c'est un taux qui est faible, mais si on met au regard le taux de participation aux élections professionnelles, il est extrêmement important. Donc il y a, entre le geste d'adhésion, payer les cotisations, et le fait de voter, un vrai gap. Ça ne veut pas dire... Alors moi, je voudrais quand même aussi évacuer un débat très rapidement sur est-ce que quand on a 8% de syndiqués, on est représentatif? Certains partis politiques m'ont posé cette question. Je réponds en général que je ne suis pas sûr que les partis politiques en France, c'est plus de 8% des citoyens chez eux. Et que donc on peut aussi leur retourner la question. Ce qui compte, c'est effectivement la participation au vote et ce qu'on représente. Voilà, donc ça c'est le premier. Deuxième point, on remarque que quand les élus, dans les entreprises, dans les administrations, font du travail, et moi, je dis le travail des saints, parce que je pense que quand on est syndicaliste, c'est l'abnégation de soi, parce qu'on pense d'abord aux autres, mais c'est aussi effectivement la défense des autres, c'est aussi aller vers les autres, c'est porter leurs revendications et pas porter ses revendications, c'est porter les revendications de tout le groupe. Et si effectivement, on donne de l'information, on explique ce qu'on fait des comptes rendus de mandat, on porte des revendications et on demande aussi à ses adhérents si on doit signer ou pas des accords, eh bien on se rend compte que le taux de participation augmente et que les organisations syndicales qui font ça ont du poids. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, si on se base sur le taux de participation, oui, on a du poids, et oui, effectivement, les organisations syndicales, elles peuvent faire des choses. Mais l'émiettement syndical pose aussi des difficultés, on va se le dire entre nous. Il faut quand même que vous sachiez que la représentation syndicale en France, pour les salariés, entre 1968 et 2008, était figée. Je vais vous donner un exemple. Je me suis, moi, présenté à des élections dans une entreprise. Je ne suis pas allé dans les 5 confédérations qui étaient, en 1966, nommées par décret, qui avaient le droit de se présenter. J'ai pris un conseil dans la tronche.
excusez-moi, je dis la toi, parce que c'est comme ça que je l'ai vu, avec un recommandé de mon directeur. On m'a demandé en procès et on m'a demandé de me fournir la liste des adhérents à mon syndicat, au juge et à la direction des autres organisations syndicales pour savoir si j'avais le droit de me présenter. C'est un petit peu comme si, pendant des années, on avait demandé à la démocratie politique que la SFIO soit là et pas le Parti Socialiste. Et je pense que ça coûte ça aussi à la démocratie sociale. C'est-à-dire que figer pendant près de 50 ans le modèle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas sortir de ce champ-là, vous n'avez pas le droit de vous sortir de ce champ-là, automatiquement, les salariés se sont détournés parce qu'il n'y avait peut-être pas la réponse syndicale adaptée à ce moment-là. Alors je ne dis pas que j'ai la réponse syndicale, jamais je reste présentant de prétention-là, mais je dis qu'il faut laisser la démocratie sociale respirer et que la loi de 2008 est enfin basée sur la démocratie, sur le vote. Avant, dans les entreprises, une confédération syndicale arrivait en disant « je te nomme délégué syndical ». Il n'y avait aucun poids par rapport aux votants. Et cette personne pouvait voter des accords qui s'appliquaient à tous, sans pour autant retourner après devant les électeurs pour demander si effectivement on pouvait changer de majorité sur ces votes-là. Voilà. Donc je crois qu'il y a une lourde responsabilité aussi que nous entretenons collectivement sur cette désyndicalisation et sur ce fait qu'effectivement, à un moment donné, peut-être que les salariés, les agents sont moins mobilisés. Mais ne vous trompez pas, le taux de participation aux élections est extrêmement fort, ce qui nous donne la légitimité pour pouvoir négocier, contractualiser et changer la société. Merci. Anne-Pellet, vous demandiez la parole. Oui, je crois que Dominique vient de dire l'intérêt de la loi de 2008 pour effectivement les corps intermédiaires que sont les organisations syndicales. Je voulais dire simplement que dans la réflexion de notre organisation, là j'ai parlé de syndicalisme de lutte ou mobilisés pour les négociations, pour nous, on cherche les formes qui rassemblent une majorité des personnels. Et si on se lance dans des actions qui ne réunissent pas cette majorité, pour nous, c'est un échec. Hein. Donc c'est aussi dans ces termes-là qu'on réfléchit. Et comme citoyenne, j'allais dire, j'ai une interpellation très forte lorsque, par exemple, j'ai annoncé à mes élèves que le cours suivant, je ne le ferai pas parce que je serai gréviste et qu'ils me disent « Mais madame, mes parents dans le privé, ils n'ont pas le droit de grève. » Or, en fait, ils l'ont, mais ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas exercer leur droit de se syndiquer, leur droit d'agir dans des formes syndicales. Et je crois que c'est quand même une situation dont on ne peut pas se satisfaire, pas plus que du faible taux, même si, heureusement, les salariés participent majoritairement aux élections professionnelles. Merci. Jean-Yves, vous demandiez la parole. Oui. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, simplement souligner une chose. Nous sommes, mais depuis des décennies, dans des transformations profondes de la société et du monde du travail qui sont dues notamment à la scolarisation massive et à l'élévation du niveau de connaissance. On ne peut pas avoir une société qui fonctionne avec des personnes qui ont des aptitudes à décider du travail, à décider collectivement, et qui sont confrontés avec des institutions qui fonctionnent sur le principe hiérarchique de l'autorité, ou qui leur est donné soit par le capital, soit par le fait qu'ils sont issus d'organisations avec un fonctionnement ancien. Et je pense que l'élément sur les questions de la démocratie passe par l'élévation toujours plus importante du niveau scolaire, du niveau de connaissance, du niveau de compétence. Ce qui permet effectivement des niveaux de démocratie sociale, des éléments de démocratie directe, hein, et d'intervention des citoyens, et pas simplement des salariés, mais des citoyens sur leur propre œuvre. Ce dont on souffre aujourd'hui, mais pas simplement aujourd'hui, disons c'est un investissement, c'est effectivement de la crise d'une forme de délégation de pouvoir. Et c'est-à-dire, on élit des gens, que ce soit, y compris tous les 5 ans à l'Assemblée ou tous les 4 ans pour les CE, hein, parce que maintenant c'est 4 ans, et entre les deux, il y a peu de choses qui, en principe, se passent. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait effectivement des pratiques qui fassent beaucoup plus en avant appel au savoir. Voilà. Alors,
Sinon, là, effectivement, c'est une logique de casse. Je donne un exemple. Il semble que je donne des cours de droit social, et notamment en relation collective de travail. Les lois vont donner, par exemple, beaucoup de droits aux représentants des salariés. Effet pervers. Moi, avant d'être mon bac et mes études, je travaillais dans l'édition, salarié, j'étais syndicaliste. Les réunions à la CVT du livre, l'édition, il fallait le faire dans le secteur. Et on avait des réunions de collectifs syndicaux après le travail. C'est vrai qu'à partir du moment... Et assez vite, on s'est aperçu, après les bureaux, que les réunions se faisaient pendant le temps de travail en général et ne pouvaient plus y aller que les mandatés, les gens qui avaient des ordres de délégation. C'est sûr que c'est plus facile d'un côté, mais ça met de côté ceux qui n'ont pas d'ordre de délégation et qui donc, au fur et à mesure, ont déserté la réunion syndicale. Autre exemple. Et les cotisations, prélèvement automatique des cotisations. Là, on s'aperçoit au bout d'un an et 2 ans que quelqu'un, finalement, a enlevé son prélèvement automatique. C'est trop tard pour une recherche, etc. Bon. Je donne ces exemples-là parce que je pense que la situation a de quoi nourrir un certain pessimisme, mais tant que ce n'est pas perdu, c'est pas perdu, et qu'il faut effectivement avoir, malgré le pessimisme de la raison, un certain optimisme de la volonté, et que ça ne passe pas simplement, et je le dis notamment au niveau étudiant, parce qu'au niveau étudiant, les résultats des élections, ce n'est pas le même taux de participation qu'ailleurs. Il est plus équivalent aux résultats des prud'homales, y compris le patronat, et pas très représentatif non plus. Bon, il est encore moins quand on prend les résultats du prud'homal, ça c'est toujours la rappeler, quand on parle de représentativité, que ça, la crise, c'est tout le monde qui la connaît. Dans les universités, je crois qu'on a un problème supplémentaire. L'étudiant étant là de manière transitoire, il a l'impression que l'université, en fait, c'est très compliqué, etc. Et là, il y a une forme de délégation de pouvoir. Ne pas voter, c'est pas forcément ne pas s'intéresser. Comprenez, les gens qui ne veulent pas peuvent se mobiliser pour toute une série de choses. Mais effectivement, ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités ou qu'il n'y a pas de légitimité. Et en réalité, il n'y a pas de légitimité étudiante dans l'université. On en est toujours là. On a l'impression un peu que les étudiants sont les derniers roues du carrosse quand je parle, parce que je connais l'autre côté. Bon. Et c'est vrai que très souvent, on est peu d'enseignants, je suis là-dessus, à intervenir pour dire, bon, il faut tout de même consulter les étudiants, qu'est-ce qu'ils en pensent, il faut essayer de promouvoir quelque chose. Effectivement, on peut se plaindre après et dire, on ne donne pas l'occasion de s'exprimer, on ne donne pas de pouvoir, donc il y a abstention, et puisqu'il y a abstention, supprimons les élections. Bon. C'est un peu ce qui s'est passé pour les prud'homales. Je crois que c'est une bonne chose de supprimer les élections. Je pense au contraire qu'il faut augmenter partout toutes les possibilités de participation, même si ces participations sont faibles, c'est toujours mieux que de rester dans un cercle restreint. Merci. Bon, petit axe rapide. Vous n'allez peut-être pas, surtout dans le lieu qui nous accueille, ne pas l'évoquer. On parlait tout à l'heure du désintérêt de la chose publique qui est grandissant et qui est prégnant chez les jeunes, chez les étudiants, qu'on constate au quotidien. Justement, aujourd'hui au Parlement européen, peut-être sur le résultat de ces élections européennes. Et lorsqu'on parle de responsabilité d'un corps intermédiaire, quelle est sa responsabilité aussi, peut-être l'éducation populaire. Je prendrai juste pour exemple l'article qui était sorti dans le Monde qui expliquait que les adhérents à des syndicats, mais c'est la même chose dans les organes étudiants, avaient pu aussi des fois voter contre ces positions qu'ils portent dans le cadre de leur engagement pour certains partis eurosceptiques. Quelle responsabilité aujourd'hui un corps intermédiaire? Doit-il en avoir une? Quelle action d'éducation populaire? Est-ce que ça suscite des interventions, encore une fois, très brèves, si possible? Julien? Oui, je vais faire très bref parce que pour que la salle puisse poser quelques questions. Oui, alors nous c'était un débat à la page, forcément tous ceux qui sont là n'ont pas pu participer, en tout cas en présence à ce débat, mais ça a été évoqué. Sur ce score du Front National, effectivement il y a une incompatibilité, d'ailleurs la page l'a mis dans cette statut et l'a toujours mis dans cette statut, sur la défense de valeurs républicaines, l'humanisme, l'égalité des droits, qui effectivement sont incompatibles, que ce soit effectivement avec des lambertistes, que ce soit avec le Front National. Donc, il y a une incompatibilité. Maintenant, oui, chez les étudiants, il y a dans certaines filières
30% d'étudiants qui votent Front National, c'est le chiffre qui avait été publié. Comment faire? Je crois que déjà, il faut, là aussi, la course à la condamnation. Enfin, affligeant. C'est lequel va taper le plus fort pour dire que c'est pas bien. Mais on a eu ce débat sur la... On va pas se mentir, on a eu un long débat sur est-ce qu'on mettait la signature page sur le manifeste de plusieurs organisations qui se veulent effectivement rappeler les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Et oui, il y a parfois des débats hors sol dans cette organisation où en fait les gens se disent ah ben vraiment déjà la première réflexion c'est ce gouvernement vraiment qu'est-ce qui fait monter le Front National? Et puis des affaires de l'UMP, ça fait monter le Front National. Oui, enfin, dans ces cas-là, il n'y a pas que le Front National qui aurait bénéficié de cette augmentation de politique. À aucun moment, ils se disent, nous, corps intermédiaires, qui avons un rôle d'éducation populaire et peut-être même un rôle d'éducation politique, est-ce qu'on n'a pas loupé le coche de quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ne fonctionne plus? Qui a pris la place des cellules justement de la CGT pendant un temps dans le milieu ouvrier? Personne. Qui on a fait cette place? Donc, il y a dans le milieu rural, on voit les MRJC étaient beaucoup plus forts. Avant, par exemple, chez les jeunes, on a demain la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne également. Qui a pris la place dans le milieu rural? Bon, c'est pas nous, en tant qu'organisation étudiante, c'est plus compliqué pour nous d'aller s'implanter dans des milieux où il y a moins d'étudiants, mais là, il y a une place qui a été laissée par des corps intermédiaires au sens large, soit syndical de la société. Donc, je crois que là-dessus, il faut d'abord se poser, nous, les vraies questions en interne, peut-être avant de commencer à les condamner et de pouvoir donner encore une fois des leçons de morale à nos pères. Merci Gilles. Inès, vous demandez la parole. Oui, je vais essayer d'être rapide. Oui, là, il y a une vraie responsabilité des corps intermédiaires. Je parlais d'éducation populaire, clairement, même chez les syndicalistes, sur les questions FN, on est bousculé. Il y a les dernières élections, il y a des militants de notre organisation, puisque la CFDT, des gens qui sont présentés sur les FN, et quand Julien le dit, il le dit bien, déjà en interne, quand on se pose des questions, de se dire quelle place on redonne à l'adhérent. C'est pas juste quelqu'un qui paye sa cotise, c'est aussi quelqu'un qui témoigne de j'ai pris un engagement, j'ai pris une cotisation, et quelle place on lui donne dans cette capacité aussi à transmettre aussi nos valeurs, à être acteur de ça. Et comment c'est pas juste des élus, des mandatés qui portent, voilà, il y a des gens qui font des choix aussi. Et là, dans ce lien social peut-être à recréer aussi, on voit bien des gens qui se disent il n'y a personne, je ne connais pas de gens issus des corps intermédiaires, j'en vois pas chez moi. Là aussi, il y a peut-être des lieux où on doit réinvestir et qu'on ne réinvestit pas assez et dont on porte la responsabilité. Et nous, ces dernières années, c'est beaucoup ce qu'on a fait, c'est-à-dire ce travail de proximité, ce travail où on est là où les gens peut-être nous attendaient plus, là où les gens sont peut-être surpris de nous voir débarquer. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on fait une campagne où on va voir les jeunes sur les jobs d'été, on fait le tour des plages, oui, parce que ces jeunes-là, ils ont besoin aussi d'être accompagnés. C'est le travail qu'on fait quand on fait un travail dans les zones d'activité où on va voir les salariés des petites entreprises. Il y a ce lien de proximité à recréer pour dire mais, comment vous êtes aussi à notre écoute et comment vous venez nous voir et vous n'avez pas juste abandonné. Et justement, on n'a pas juste laissé la place au FN. Mais là, c'est vraiment notre responsabilité de se dire il n'y a pas des lieux qu'on doit investir plus que d'autres, il faut qu'on soit le plus, comment dire, qu'on diffuse le plus possible et qu'on soit présent sur plus de lieux que là où on était et qu'on réinvestisse les lieux peut-être qu'on a délaissés. C'est vraiment ce travail de proximité à recréer avec des gens qui aujourd'hui n'ont plus d'autre repère que de se dire bon au moins je vote FN, ça fera bouger des trucs et ce ne sera pas toujours les mêmes, mais là oui, on a une vraie responsabilité de réinvestir ces lieux-là et de travailler sur cette proximité réelle et qui fait témoigner peut-être plus nos adhérents sur, c'est pas sur des fois sur nos revendications, c'est peut-être aussi sur pourquoi eux ils sont engagés, qu'est-ce qu'ils portent comme valeur, qu'est-ce qu'ils défendent, comment on fait témoigner des hommes et des femmes qui se mobilisent, qui croient encore, qui portent des espoirs et des aspirations et pas juste des combats de chiffonniers à la télé qui ne parlent plus aux gens aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, merci pour ces échanges. Est-ce qu'il y a, et j'en suis sûr, des questions dans la salle? On en prend 3. Comme ça, d'une traite, et on y répond. Je vais essayer de mixer, je vais en prendre 2 ici et une au fond. Alors, vas-y. Déjà, merci aux intervenants de leur participation. Merci à Julien, particulièrement d'avoir porté plutôt un sujet sur lequel se pose ma question et sur lequel j'aimerais approfondir. Vous parlez beaucoup de modèle syndical dans lequel vous agissez.
Mais que pensez-vous des autres corps intermédiaires? Ne pensez-vous pas que d'autres acteurs sont susceptibles au changement et à la transformation d'une société? Quelles sont les différences, selon vous, entre l'approche syndicale et l'approche associative? Alors, il y avait une question de l'autre côté. Vas-y. C'était pour rebondir par rapport à ce que tu avais dit sur le pessimisme ambiant, sur le climat anxiogène. Moi, c'est à la fois une conviction personnelle et une question. J'ai l'impression, personnellement, vous me donnerez votre avis là-dessus, qu'on doit être optimiste, on ne peut plus se permettre d'être pessimiste, parce que quand on voit ici les 350 militants qui sont venus défendre leurs valeurs, qui sont venus se former, qui sont le porte-parole de la jeunesse, si nous, on n'est plus optimistes, qui va l'être? Sans compter que notre existence même, c'est la preuve que l'optimisme est encore possible. Et c'est peut-être aussi de la naïveté, mais quand on voit ce que des militants comme nous ont été capables de faire de la FAGE cette année, c'est-à-dire le plus grand réseau associatif de France, la première organe étudiante, on se dit que rien n'est jamais perdu et que la démocratie sociale représente pour nous l'espoir. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, parce que une vision d'une militante locale comme ça, c'est pas forcément la vision des institutionnels, et j'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Une troisième question. Bonjour, alors c'est plus une question, c'est plus une question pour je suis aussi nécessaire pour un page. Vous avez parlé de négociation par la mobilisation, d'ouverture un petit peu du corporatisme. Il se trouve que cet été, il y a eu un texte sur les stages, je vais être très rapide, un texte sur les stages, et un texte plutôt positif, et un amendement du MEDEF pour créer donc du coup un observatoire national des stages. Une position assez consensuelle, je crois partagée par tout le monde. Il se trouve que le SNESUP s'est abstenu, avec une autre organisation étudiante aussi, plus ou moins plus parce que c'était le MEDEF qui avait posé cet amendement. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué par la suite en off. Est-ce que c'est pas finalement cette attitude, la définition du immobilisme, du corporatisme et finalement la méfiance qu'on peut avoir, l'image parfois que renvoie le syndicalisme de lutte qui est parfois vu comme justement un petit peu les gens qui ne sont jamais contents et qui ne vont pas avancer même quand tout le monde est d'accord sur un sujet. Ok, donc on va essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Intervention libre, on va essayer d'être très concis pour pouvoir traiter tout ça. Comme vous voulez, ça va être au premier qui décrit son micro. Bon, très rapidement. Inès l'a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec elle. Oui, il y a effectivement différents corps intermédiaires avec qui on peut travailler. D'ailleurs, on travaille avec la CFDT et d'autres associations dans le forum social qui se réunit à peu près une fois par an sur des thématiques telles que le développement durable, sur des thématiques telles que la santé, etc., etc. Donc oui, bien sûr que oui. Il ne doit pas y avoir de concurrence entre le monde associatif et le monde syndical. Nous avons des champs différents et qui peuvent se croiser. Moi, je ne prétends pas que le syndicalisme a la réponse à tout. Si c'était ça, mais vraiment, on serait omniscient. Loin de là. Loin de là. C'est vraiment... vous savez, il nous arrive, quand il y a des négociations qui s'ouvrent, sur le développement durable, de contacter des associations pour leur demander, les auditionner, pour leur demander leur avis. Parce qu'il y a des sachants, entre guillemets, qui ont plus d'expérience que nous sur ces domaines-là, et qui peuvent nous apporter leur éclairage, et après à nous, effectivement, de retravailler et d'en faire des revendications portées par l'ensemble des salariés. Voilà, donc cette complémentarité, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on doit être optimiste? Mais heureusement qu'on est optimiste. Alors, vous savez, dans un passé lointain, j'ai connu la peur, très longtemps, dans une vie antérieure. Et quand je suis ici aujourd'hui, alors je suis un peu ému parce que j'ai plutôt, en tant qu'invité, mais je vois la transformation. Je vois l'écoute qu'il y a dans cette salle. Je vois l'intérêt qu'il y a dans les questions et dans la façon dont on répond. Et je me dis, mais putain, mon Dieu,
super heureuse, mon organisation syndicale. Ça veut dire que demain, la relève est là. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être optimiste. Ça veut dire que quand on se bat au quotidien sur les campus pour le bien des autres, comme vous le faites, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Nous, dans les entreprises, si quand je vous présente à des élections, je suis élu. Quand je gagne des élections, quand effectivement il y a 80% de votants et 66% des gens qui votent pour les listes que je représente, je peux vous dire que je suis super content parce que je ne suis pas content rien que pour moi, je suis content pour le travail qu'on a effectué, parce que les gens nous font confiance, parce que justement on donne de l'espoir, parce qu'on les aide. Donc oui, il y a de l'espoir. Oui, bien sûr, 3 fois oui. Et on signe des accords tout le temps, on négocie tout le temps, et on avance tout le temps. Voilà, et moi je peux vous dire que sinon je ne serais pas là aujourd'hui, et je ne serais pas venu, et vous non plus d'ailleurs. Donc voilà, cette question, pour moi, elle est fondamentale sur l'optimisme. Je ne sais pas si on vous l'a démontré, mais j'espère qu'on a réussi à vous faire passer ce message-là. Franchement, je vous le dis, si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Alors, je vais essayer d'être rapide. Oui, sur les autres acteurs de la société, oui, il y a à construire avec eux, c'est ce que je disais au début. Enfin, on ne maîtrise rien tout seul. C'est ce qu'on a fait par exemple sur les accords qu'on a eu en 2011 sur les jeunes. On a auditionné les organisations de jeunesse parce que pouvoir travailler avec les jeunes pour qu'eux-mêmes nous disent ce dont ils ont besoin, la manière dont on doit les accueillir en entreprise, dont les partenaires sociaux ont une vraie responsabilité sur leur insertion professionnelle, ben là on ne doit pas souper. Enfin, si on ne fait pas avec eux, ben, voilà, on aura raté quelque chose. Et je parlais de cette démocratie sociale à réenchanter, peut-être à redynamiser, oui, parce qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, parce qu'il y a différents corps sociaux, mais que c'est ensemble, dans un travail commun, on va construire aussi ce nouvel modèle de développement, de société, qui doit donner aussi de l'élan et de l'espoir à tout le monde. Et je crois que là, voilà, oui, on fait un travail avec beaucoup d'associations. Les camarades de la FSU parlaient du travail avec ATD Carmon, des choses comme ça. On travaille par exemple avec le collectif Alerte sur les chômeurs de longue durée, les gens les plus éloignés de l'emploi, parce qu'ils sont les mieux placés pour nous dire comment nous, on a une responsabilité, qu'est-ce qu'on peut construire pour aider ces gens-là qui sont plus éloignés de l'emploi à remettre un pied dans le marché du travail, des choses comme ça. Donc, non, on ne fait pas tout seul, et je crois que c'est ça qui va permettre de réenchanter aussi la démocratie sociale et lui donner d'en faire une vraie condition de la réussite. Sur l'optimisme, je crois que de toute façon, quand on s'engage, on le reflète cet optimisme, de fait de permettre à des gens de se mobiliser avec d'autres, de se dire, quand on entend des fois dans les enquêtes sur les jeunes, oui, ils croient en leur destin individuel, mais ils ne croient pas en destin commun. Et le fait de s'engager dans une structure comme la FALF ou d'autres organisations, c'est de dire autre chose, c'est de dire le jeu collectif, il peut permettre d'aller plus loin. Et de se dire, je vais travailler peut-être pour mon avenir, mais pas que le mien, je vais travailler avec d'autres, à ce que ce destin commun, il n'exclut personne, mais qu'il laisse une place à tout le monde. Et ça, cette preuve d'optimisme, elle change aussi la manière dont, non seulement on porte un regard sur la jeunesse, mais dont on porte un regard sur ce qu'on peut faire dans cette société et ce qui reste encore à construire. Et puis, sur le fait de ne pas être dans le dogmatisme ou juste se dire, parce que c'est le MEDEF, machin, nous, on travaille pas mal ces derniers temps à se dire, comme vous le faites un peu sur le concret des choses qu'on apporte, en particulier aux salariés, peut-être à des jeunes, on fait des forums d'emploi, où par exemple des équipes syndicales font venir leur entreprise pour rencontrer des jeunes qui sont en difficulté, qui sont éloignés de l'emploi, et pour leur offrir par ce biais-là la possibilité de rencontrer un employeur, d'avoir une proposition d'emploi. Ça change un peu la donne de se dire on ne peut pas juste taper sur le MEDEF, on a aussi besoin que des gens y trouvent un travail, et pour trouver un travail, il faut qu'on mobilise les entreprises, donc on travaille avec eux. C'est aussi pour ça qu'on s'engage sur beaucoup de choses sur lesquelles des fois on nous questionne, le pacte de responsabilité ça paraît simple, mais oui, si on ne donne pas des marges de manœuvre aux entreprises, ça sera difficile pour elles de créer de l'emploi. Donc oui, on fait des choix qui peuvent peut-être poser des questions, mais qui sont responsables parce que cette responsabilité, faut qu'on la porte au-delà de nos idéologies, on doit bosser pour l'intérêt général, pour que les gens, on les laisse pas sur le côté de la route, donc il faut prendre ses responsabilités, c'est ce qu'on essaye de faire à CFDT. Merci. Oui, rapidement sur le monde associatif et le monde syndical, il n'y a pas de nature différente. C'est ni mieux ni moins bien. Je connais des associations très démocratiques, très lourdes, qui sont un fonctionnement peu démocratique, très institutionnalisé. J'en connais d'autres qui sont beaucoup plus proches d'un modèle démocratique. Bon, la question c'est l'objet. L'objet, chacun ça ne peut pas être la même chose dans son objet. L'objet syndical, l'objet représentation professionnelle d'un corps,
dans un secteur d'activité donné, l'association elle a son objet plus ou moins large. Mais ça se croise. Je prends l'exemple du harcèlement moral. Il y a eu des affaires qui se sont développées d'autant plus qu'il y avait un manque de côté syndical, et c'est aussi des associations avec des psychologues du travail, avec des médecins du travail, et toute une série de personnes qui ont fait des associations qui ont ensuite nourri aussi, attiré l'attention du mouvement syndical sur cette question, et ça a produit du changement, en tout cas de la transformation législative, en retour des outils juridiques, on est dans le concret de la transformation, dont on peut se saisir, dont les syndicats, les associations peuvent ensuite se saisir dans la lutte pour l'application des droits. Il suffit pas de dire des droits, effectivement, mais l'appliquer sur ce point de vue-là, je pense qu'il faut... sur l'optimisme, j'ai dit optimisme de la volonté, le problème, c'est pas croire ou pas croire, c'est est-ce qu'il y a nécessité d'agir ou pas. Les gens qui sont là, moi je sais qu'ils pensent qu'il y a une nécessité d'agir. Bon, et que donc, s'ils étaient totalement pessimistes et qu'ils pensaient qu'il n'y a plus rien à faire, c'est non seulement qu'ils pensaient qu'il n'y a plus rien à faire, mais qu'il n'y a rien à faire. Or, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que ça va, qu'il faudrait que ça change, qui sont plus actifs que d'autres. Donc, le rôle, je pense, des gens qui sont plus actifs, c'est d'arriver à entraîner les autres, effectivement, d'avoir une certaine conscience. Parce que quand on parlait, je trouve là, du Front National, c'est des enjeux importants, parce que c'est pas simplement l'euroscepticisme, c'est aussi ce qu'on tire comme ce qui vient d'une décomposition sociale, d'une individualisation, d'une anomie dans un cadre de crise qui donne des crises d'identité. Et quand il y a des identités collectives qui disparaissent, et notamment je pense aux identités sociales, aux identités de combat, qui ont été forgées dans les combats de la résistance, de la République, les combats syndicaux, c'est vrai qu'il y a d'autres identités qui ne sont pas forcément les meilleures, des identités nationales, mais dans un sens restrictif du terme, en termes d'identité nationale, d'exclusion des autres. Et c'est plus facile, en même temps c'est plus facile. Et on voit dans le monde aujourd'hui, c'est pas simplement en France, comme on a dans les universités mathématiques, des gens qui adhèrent à une façon de penser, dont on peut estimer qu'ils sont tout à fait irrationnels. C'est qui correspond aussi à la manière dont des gens peuvent chercher et trouver une place, parce qu'ils ne la trouvent pas ailleurs. Donc je crois que les rôles des associations, des syndicats, c'est effectivement de montrer que chacun a une place dans les trucs positifs. Et ce n'est pas dans des discours moraux. Je peux toujours expliquer à une collègue que ce n'est pas les immigrés qui sont fautifs du déficit de la sécurité sociale, peut-être un peu dans l'organisation du travail, parce qu'il y a plus d'immigrés dans le bâtiment, etc. On me dit oui, c'est vrai, 3 jours après, les mêmes reviennent en disant la même chose. Pourquoi? Parce qu'on ne s'adresse pas qu'à l'intellect. C'est aussi les conditions de vie, les modes de vie. Tant que ça ne change pas pour les gens qui sont dans une situation absolument terrifiante. C'est vrai que là, on a le terreau pour tout. Donc, c'est pas facile, mais il faut se sortir. Merci. Sur la question des associations, j'en avais traité déjà dans mon premier propos. Ce qui a été dit me convient bien. Plusieurs réponses ont été faites aussi sur on doit être optimiste, bien sûr. C'est vrai que parfois dans les inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à l'histoire des sociétés, à l'histoire humaine. Il y a quand même un progrès. Les valeurs de paix, quand même se construisent et gagnent. Et donc je pense que c'est aussi une histoire à laquelle on peut se raccrocher, de se battre et d'être optimiste. Alors, sur le CNESER, je ne répondrai pas sur ce vote-là parce que dans notre fédération, les syndicats sont responsables, prennent la position qu'ils souhaitent sur les questions qui concernent, et c'est une question que je n'ai pas suivie particulièrement, mais plus généralement, je sais qu'on a souvent l'image d'être jamais contente, poser toujours. Je veux dire que c'est faux. Par exemple, notre syndicat, le syndicat de la FSU à Pôle emploi, vient de signer un accord salarial dans la période
c'est quand même pas évident complètement. J'avais dit notre accord avec la loi de 2010 sur le dialogue social dans la fonction publique. La FSU avait participé à la négociation et a signé l'accord, on appelle ça les accords de Bercy, du mois de juin 2008. Il y a d'autres accords que notre fédération a signés et d'autres qu'elle n'a pas signés. Je vais prendre un dernier exemple qui a fait beaucoup parler parce que c'est l'accord de lutte contre la précarité dans la fonction publique. Vous savez que les fonctionnaires ont l'image d'être protégés par un statut qui leur donne la garantie de l'emploi. Mais dans la fonction publique, 20% des agents n'ont pas cette garantie de l'emploi, sont contractuels et certains sont très précaires. Précaires parce qu'ils n'ont pas un temps de travail complet et des salaires faibles qui ne leur permettent pas de vivre dans la sécurité. Précaires parce que leurs contrats de travail sont sans cesse interrompus ou susceptibles de l'être. Et on a participé, beaucoup agi dans une négociation qui a eu lieu en 2011. Et quand le texte a été, le texte du protocole d'accord a été finalisé, on a eu un débat. Ce texte, mon syndicat par exemple, disait qu'il faut qu'on le signe. Il ne traite pas tout, il restera des sujets d'inquiétude et de problèmes, mais il permet de les avancer sans être payé, parce que les pouvoirs publics dans les négociations ont quand même l'idée, ils veulent ça, mais qu'est-ce qu'ils pourraient donner comme contrepartie? Donc là, c'était un texte sans contrepartie. Les organisations syndicales, à mon sens, avaient été extrêmement responsables pour pousser toutes dans le même sens et percevoir où on pouvait avancer, sur quel point on pouvait le faire. Le ministre au départ voulait que ça ne coûte rien et en fait on a réussi à faire, à avoir des mesures au-delà de celles qu'il proposait. Donc mon syndicat disait il faut signer et d'autres disaient non, on ne peut pas signer parce que il y a des questions qui ne sont pas traitées et finalement il y a des injustices. Et c'est vrai que la loi que la FSU n'a pas signée, parce qu'au terme d'un débat, il n'a pas eu la majorité dans mon organisation, il faut 70% de vote pour prendre une décision. Donc on n'a pas eu 70% de vote pour. On n'a pas signé, d'autres fédérations ont signé alors qu'elles ont eu des débats aussi vifs que les nôtres, mais l'équilibre s'est fait un tout petit peu différemment. Et je pense qu'il y a des secteurs où cette loi ne fonctionne pas, et c'est des secteurs où la FSU a des syndicats représentatifs. Et c'est ça qui explique. Donc on a le souci, de porter des propositions, de les faire avancer, et on signe selon les cas, et il y a d'autres situations où on ne signe pas, des situations où on vote pour, d'autres où on vote contre. Voilà. Et on essaye de le dire parce que quand il y a un débat, il y a des vraies raisons de chaque côté, et à un moment donné, il faut faire savoir comment on le tranche. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Malheureusement, je suis désolé, et c'est votre temps de pause. Vous êtes en train de s'appuyer, on va pas pouvoir prendre une autre salle, je suis désolé. Merci beaucoup à nos intervenants pour les précisions sur leur vision parfois plurielle de la responsabilité d'un accord intermédiaire dans la transformation sociale. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la suite des tables rondes.